Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur la déclaration de Donald Trump hier au sujet de Jérôme Powell. Elle me semble vraiment essentielle pour comprendre ce qui pourrait se produire, on va dire, sur la prochaine décennie au niveau du problème de l'endettement public et de la dette américaine. Et par répercussion aussi ça peut concerner les pays européens. Donc, Donald Trump a dit sur son réseau Truth Social il s'en est pris à Jérôme Powell de la Fed. Il lui a dit qu'il était toujours en retard sur les baisses de taux, qu'il ne comprenait pas pourquoi il refusait de baisser les taux et que, en gros, il espérait que son mandat prenne fin le plus vite possible en et éventuellement pouvoir le licencier, le remplacer si il en a le pouvoir. Donc voilà, c'est une déclaration clairement contre l'indépendance de la Fed, et je vais essayer de voir avec vous donc en quoi ce sujet est vraiment essentiel pour la suite. Alors le problème du déficit américain, euh, il est en l'état, si on ne change pas si les États-Unis ne changent pas de politique monétaire, il est à peu près insoluble. On a un déficit aujourd'hui, donc vous avez les courbes de 2025 ici, qui est déjà 1,3 milliard de dollars. Alors certains se vantent de la petite inflexion qu'on a là en disant que c'est l'effet du Doge. Bon, c'est possible, mais malgré tout, on va finir l'année aux États-Unis à entre 1005, probablement près de 2000 milliards de dollars de déficit. Donc ça va être une des pires années à l'exception des 2 années Covid. Euh, et il y a le problème, vous allez voir, vraiment, il n'y a pas de solution réelle à ce problème vu la structure des dépenses. Alors, quand on regarde les dépenses américaines, vous avez la sécurité sociale ici, vous avez les dépenses de santé, Medicaid et Medicare. Toutes ces dépenses représentent les 3/4 des dépenses structurelles, des dépenses obligatoires américaines. On les retrouve ici, Medicaid, la sécurité sociale, Medicare. Et ensuite, pour les autres postes des dépenses, on a l'armée ici, donc les dépenses en matière de défense, et la charge de la dette ici. Alors, dans ce gros camembert, en fait, tout a tendance à augmenter structurellement. Alors, les dépenses médicales et sécurité sociale à cause du vieillissement de la population, évidemment. Les dépenses en matière de défense, bah oui, à cause de l'augmentation des conflits, de la compétition entre États-Unis et Chine et d'autres régions du monde. Donc les États-Unis doivent dépenser un montant de plus en plus élevé en matière d'armement pour rester dans la course, notamment avec leur rival chinois. Et la charge d'intérêt, elle augmente très fortement. D'abord parce que le stock de dette en volume augmente d'année en année, et surtout parce que les taux d'intérêt augmentent. Du coup, il y a vraiment peu de marge pour réduire ces dépenses, même si le Doge va trouver quelques solutions, et que les droits de douane vont amener quelques centaines de milliards en plus en recettes dans le budget américain, mais qui vont très probablement être contrebalancés par les réductions d'impôts, notamment la suppression d'impôts sur le revenu que Donald Trump a promis dans son programme. Donc, en l'état, vraiment, ça semble très très compliqué de réduire un stock de dette qui atteint 120% du PIB. Et pourtant, vous allez le voir, ça s'est déjà produit dans le passé, ça n'a rien de totalement dramatique, on va dire. Les États-Unis, après la Première Guerre mondiale, avaient un ratio d'endettement sur PIB supérieur à 100%, qui a rapidement fondu en l'espace d'une décennie. Il a été divisé par 2 en l'espace d'une décennie. Et il y a eu bien pire. Il y a eu la Grande-Bretagne,
où on a eu un ratio d'endettement qui a dépassé les 250% du PIB, donc le double de ce que les États-Unis ou la France, hein, par exemple, ont en ce moment. Et là aussi, ce ratio d'endettement a été rapidement réduit, il a été divisé par deux en l'espace d'une quinzaine d'années et a continué à se réduire ensuite jusqu'au début des années 70. Alors, à chaque fois, la recette pour cette réduction, y a aucun miracle, ça s'appelle la répression financière, c'est-à-dire qu'on a maintenu des taux d'intérêt artificiellement bas par rapport au taux d'inflation qui était constaté dans les pays concernés. Donc pour les États-Unis, il y a eu une décision vraiment autoritaire de 1942 à 1951. Les taux d'intérêt à long terme ont été bloqués à 2,5%. La Fed à l'époque n'avait pas d'indépendance, hein. Elle a récupéré son indépendance en mars 1951, mais avant elle n'était pas indépendante. Donc le Trésor américain disait à la Fed, vous fixez les taux d'intérêt à 2,5%, point. Et c'est comme ça. Si on veut vraiment aujourd'hui régler le problème de l'endettement des États-Unis, alors bien sûr, il faut arriver à équilibrer le budget primaire, c'est-à-dire faire en sorte que les recettes et les dépenses se rejoignent plus ou moins hors intérêt de la dette. C'est pas impossible, hein, que l'équipe Trump y arrive avec le Doge, avec les droits de douane et en révisant un peu les dépenses sociales. En fait, les dépenses en matière on va dire retraite, santé, c'est un rapport de force au final entre la classe active et la classe non active, principalement retraitée. C'est-à-dire que la classe active accepte de payer un petit peu jusqu'à un certain point en se disant, bah voilà, bon, s'il m'arrive un problème en matière de santé ou si plus tard j'arrive pas à me créer moi-même une retraite suffisante, je suis content que l'État puisse venir à mon secours. C'est pour ça qu'il y a un consensus, par exemple en France, en ce moment sur le sujet, mais il y a un moment où le rapport de force devient tellement en défaveur des actifs, c'est-à-dire que on prélève tant sur les actifs pour en donner à l'excès aux inactifs que les actifs finissent par se révolter. Et là, le rapport de force change. C'est ce qu'on a vu au Portugal, c'est ce qu'on a vu dans d'autres pays d'Europe, où tout simplement ça s'est soldé par une forte hausse de l'âge du départ à la retraite qui a 67, 68 ans maintenant dans un nombre de plus en plus grand de pays européens. Donc voilà, ça c'est le rapport de force. Donc le déficit primaire, pas impossible que le problème soit soluble, puisse être résolu dans les années qui viennent, mais par contre, il faudra de la répression financière de toute façon pour arriver à réduire le stock de dette qu'on a actuellement, qui a plus de 120% du PIB. Alors cette répression financière, vous voyez, en fait, elle a commencé, elle a eu lieu à partir après la crise du Covid, entre la fin 2020 et 2022. À l'époque, hein, donc on a eu des taux d'intérêt réels fortement négatifs, c'est-à-dire que les taux qui étaient proposés par la Fed étaient très inférieurs aux taux d'inflation, donc c'est une première vague de répression financière, et elle a effectivement conduit à un début de réduction de l'endettement des États-Unis en termes de ratio dette publique sur PIB. Très probable que ça se poursuive dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Mais pour ça, Trump a un gros problème, puisqu'il veut baisser les taux, hein. Ça, c'est clair. Je ne pense pas que Trump ait conscience encore de cette histoire de répression financière. Lui, il veut simplement, pour l'instant, baisser les taux pour relancer l'économie, pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages américains. Mais je suis à peu près persuadé que plus tard, il va réaliser que même si l'inflation repart à la hausse, il faudra maintenir les taux bas. Alors le problème, c'est que la Fed, elle a pour mandat de contrôler l'inflation, si possible à 2%. Donc c'est vraiment dans son ADN de bloquer l'inflation, ce qui fait qu'elle va être elle risque d'avoir beaucoup de mal à accepter de mener une politique de répression financière, puisqu'une politique de répression financière, en clair, ça veut dire que la Fed
se met à baisser fortement ses taux courts. Elle se met à contrôler les taux longs en achetant directement sur le marché des obligations d'État à long terme américaines pour baisser leur taux à un niveau fixé, qui peut être par exemple de 2%. Donc ça, c'est une forme de quantitative easing, ce qu'elle a déjà fait dans le passé, de yield curve control. Mais et de maintenir cette politique, même si l'inflation part à 4%, 5%, 6%, 7%, ce qui est indispensable si on veut réduire le stock de dette, au moins donc en monnaie constante. Alors, Trump, en plus, au sein de la Fed, il est loin d'avoir que des amis. Donc, il y a Jérôme Powell a été nommé par lui, effectivement, lors de son premier mandat, mais on va dire qu'il n'est pas du tout de la tendance MAGA qui représente le socle sur lequel Trump pourrait s'appuyer. C'est plutôt, on va dire, un représentant de l'élite traditionnelle, donc conservatrice. Il y a pas mal de démocrates. On a celui-ci, donc le vice-président Jefferson. On a on a cette dame-là aussi, donc qui a fait plusieurs études, auteur de plusieurs choses sur l'antiracisme, donc qui est clairement démocrate. Elle, c'est une hispanique, donc Madame Kugler, qui est clairement démocrate, nommée par Biden. Jefferson aussi. Celui-là est démissionnaire, Monsieur Barr, il est remplacé par Madame Bowman, qui elle est de plutôt tendance Trump, mais elle est minoritaire. Donc il y a pas mal de monde. Raphaël Bostic, par exemple, Suzanne Collins, qui on a encore Alberto, Monsieur Musalem. Tout ça sont des démocrates, sont des membres de l'équipe Biden. Donc Trump ne contrôle absolument pas la Fed. Donc s'il veut pouvoir agir dans les années qui viennent, il va devoir trouver un moyen de prendre le contrôle de la Fed. Et là, effectivement, la politique de répression monétaire pourra se mettre en place comme il le souhaite. Donc on verra s'il réussit ou pas. Alors après, vous me direz, par exemple, que la réussite du désendettement des États-Unis et de l'Angleterre en post-Deuxième Guerre mondiale a aussi été permise par les 30 Glorieuses, par la très forte croissance qu'on a eue à ce moment-là. Alors c'est en partie vrai, mais ça n'aurait pas suffi. Il y avait quand même besoin de la répression monétaire. Cette fois-ci, on ne pourra pas compter sur autant de croissance, ça c'est clair, mais il y a quand même une voie possible dans laquelle Trump, voire même les pays européens, s'ils suivent ensuite plus tard la ligne Trump, arriveraient à réindustrialiser leur économie. C'est-à-dire que les distorsions de concurrence qui sont le fait principalement de la Chine, qui réalise une politique de surinvestissement en moyens de production et donc qui inonde les marchés internationaux de biens qu'elle n'arrive pas à consommer sur son propre marché intérieur. Donc ces distorsions pourront être corrigées quand même, je pense, par les droits de douane qui peuvent être utiles s'ils sont sélectifs, s'ils sont ciblés dans certaines situations. Il ne faut pas que ce soit gros doigts comme la première mouture de Trump avait été proposée. Bon, mais il y a un chemin possible dans lequel il y aurait une réindustrialisation des économies occidentales. La Chine qui réorienterait, qui développerait son marché intérieur, sa consommation intérieure, qui pourrait créer un cycle de croissance une fois que les ajustements et la récession qui risque d'arriver dans les prochains trimestres seraient terminés. Et cette réorientation pourrait, sans être aussi brillante que les 30 Glorieuses, pourrait donner un petit élan de croissance qui aiderait au désendettement des économies occidentales. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire à ce sujet. Alors maintenant, en pratique, répression financière, taux réel négatif, qui sont, je répète, la seule issue raisonnable et réaliste possible au problème de surendettement qui existe actuellement aux USA et en Europe. Quelles sont les conséquences? Il y a pour les États-Unis, il y a deux conséquences, deux situations possibles. Une fois que la Fed aura été mise au pas, si Trump y arrive,
Soit le marché accepte les taux réels négatifs, le dollar conserve la valeur et on est plus ou moins dans une situation post-Seconde Guerre mondiale. Les USA, voire l'Europe, se désendettent tranquillement, en douceur et puis il y aura des perdants, bien sûr, qui sont les rentiers, tous ceux qui ont des produits à taux fixe, mais ça n'aura pas de conséquences dramatiques. Deuxième possibilité, c'est que le marché international n'accepte pas vraiment ces taux réels négatifs. Dans ces cas, il y a simplement une dévaluation relative du dollar, mais ça pose pas de problème, ça crée de l'inflation en plus. Donc, inflation plus forte, ça veut dire que les USA se désendettent plus vite et deviennent plus compétitifs à l'export et ça stimule leur secteur manufacturier. Tout ça se rééquilibre ensuite. Dans tous les cas, comprenez bien qu'il n'y a aucun risque de faillite de l'État américain puisque la dette publique américaine, elle est en dollars. Donc, s'il y a de la dette, il suffit que la Fed monétise cette dette, rachète cette dette et le problème est plus ou moins est réglé. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas de faillite au sens où les USA ne seront pas capables de rembourser un détenteur de dette américaine. Ils la rembourseront en monnaie de singe, ça c'est très possible, mais il n'y aura pas de faillite. La faillite d'État se produit quand un pays a une dette libellée en monnaie étrangère, typiquement des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, qui s'endettent auprès du FMI ou qui s'endettent en dollars auprès des USA et dont la monnaie se met à se dévaluer considérablement et qui ne sont pas capables ensuite de rembourser leur dette en dollars. Mais c'est absolument pas le cas des États-Unis. Alors, dans ce contexte aussi de taux réels négatifs, le risque, je répète, hein, c'est pas celui auquel certains d'entre vous pensent. Je reçois régulièrement des questions. Et qu'est-ce qu'il faut faire si l'État saisit nos comptes parce qu'il est trop endetté? C'est pas du tout le plus probable. Le plus probable, c'est que l'État agisse plus ou moins en douceur, comme je vous le dis, avec du taux réel négatif, sans saisir aucun compte. Et les perdants, à ce moment-là, ça sera tous les placements en monétaire, en obligataire, évidemment le cash, les comptes surlivrés, etc., qui vont tout simplement fondre au fil du temps en monnaie constante. C'est une façon en douceur pour l'État de ponctionner ce que vous avez pour diminuer son stock de dette, sans que personne, entre guillemets, n'y trouve à redire, puisque l'État ou les dirigeants pourront dire que c'est de la faute à l'inflation extérieure, etc. Donc, ceux qui sont en danger dans ce cadre-là, c'est tous ceux qui ont des placements à taux fixe, les retraités, les pré-retraités qui n'auront pas anticipé à temps la situation, comme je vous dis, hein, le rapport de force entre actifs et inactifs risque de changer dans les années qui viennent progressivement. Actuellement, il est très en faveur des retraités, mais ça risque de ne pas durer. Donc, si vous êtes retraité, soyez-en conscient simplement et préparez-vous, prenez vous-même les mesures nécessaires pour ne pas être victime de ce changement de rapport de force. Donc pour en profiter, pour être parmi les gagnants, il suffit d'être raisonnablement endetté. Si vous avez un crédit immobilier que vous pouvez souscrire à taux très bas une fois que la répression financière est mise en place et que l'inflation supérieure au taux d'intérêt en place, vous allez rembourser en monnaie de singe et ce sera parfait. Bien sûr, le secteur hors matières premières, qui est le premier à profiter des vagues d'inflation, et potentiellement à long terme, hein, le secteur manufacturier des pays qui sont concernés, qui pourra profiter du rééquilibrage aussi dont je vous parlais. Donc voilà pour ce que m'inspire cette dernière déclaration de Donald Trump, mais qui, je pense, est vraiment le fond du problème de l'économie américaine sur les années qui viennent. C'est ce problème de l'indépendance de la Fed et du changement de nature de son mandat. Trump sera obligé, s'il veut réussir, de prendre indirectement ou directement le contrôle de la Fed.